y a eu, d'une part, une question d'Alexis Flanagan, donc je peux le laisser, prendre la parole s'il le souhaite. Était sur cette question de l'obéissance, enfin les rapports respectifs à l'obéissance et au consentement, chez Hannah Arendt. Donc est-ce que la personne que je viens de citer veut poser sa question, de vive voix? Du coup, éventuellement, je peux la lire, hein, si comment relier cette affirmation d'Arendt qui dit que l'autorité requiert toujours l'obéissance à celle qu'elle indique par ailleurs dans Responsabilité et jugement, selon laquelle seuls les petits-enfants et les esclaves obéissent et éventuellement les religieux, mais que les adultes, eux, consentent? Il me semble quand même que dans le texte mentionné par Monsieur Flanagan, qu'il faut que je retrouve là aussi, dans Responsabilité et Jugement, le consentement des adultes, c'est Hannah Arendt le situe dans la sphère des relations politiques, donc dans la sphère des relations égalitaires. Et les exemples qu'elle donne sur l'esclavage et les enfants, hein, pour Hannah Arendt, ce qui rassemble les esclaves et les enfants à l'époque de l'Antiquité, c'est qu'ils font partie de la sphère privée. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, il y a aussi les femmes, hein, dans l'Antiquité qui sont dans la sphère privée. Et c'est le domaine de la nécessité et donc de l'obéissance à la nécessité. Tandis que sur la sphère publique, on est dans le domaine de l'égalité, de la délibération, et où donc là, on agit parce qu'on consent à agir. C'est comme ça que, voilà un premier élément de réponse, hein. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une vision un peu simpliste de la sphère publique et de la sphère privée, comme s'il n'y avait pas dans la sphère publique des réseaux d'influence qui feraient que, tout en étant adultes et étant tous égaux, il y a des différences telles qui font que, quel que soit le cercle auquel on appartient, il y a ceux qui s'autorisent et ceux qui ne s'autorisent pas, au-delà même de l'autorisation formelle que l'on peut avoir. Hannah Arendt, quand elle parle de sphère publique, ici, elle a des images très précises en tête, hein. C'est l'image de l'agora dans la cité grecque ou du forum romain, hein. C'est-à-dire de l'espace où les citoyens se réunissent pour délibérer ensemble et où ils sont censés être libres, hein. Hannah Arendt pense que c'est cet espace politique commun aux citoyens qui crée les conditions de leur liberté. J'imagine qu'elle elle aurait bien aimé ajouter que, effectivement, les phénomènes d'influence étaient moins forts dans ces espaces que ceux qui peuvent être aujourd'hui dans des espaces sociaux divers où il y a aussi des prises de parole ou des choses comme ça. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu. Je voulais compléter l'énumération des questions du chat, en fait, D'accord, très bien. le cas échéant. Donc il y a eu des réactions, j'allais dire, qui ont surgi au moment de la présentation de Pierre Gégou. En particulier cette idée, donc quelqu'un qui signe DG, qui peut prendre la parole s'il le souhaite, mais sinon je peux reformuler la question, je l'ai sous les yeux. Donc sinon je reformule. Donc la remarque était: «Il est vrai que ces 2 chapitres de la crise de la culture, qu'est-ce que l'autorité et la crise de l'éducation, ne sont qu'une infime partie du travail d'Hannah Arendt, et peut-être faut-il s'interroger sur l'intérêt ou le bénéfice dans le propos que l'on veut soutenir, que l'orateur, l'enseignant, l'éducateur, le manager y trouvent». Donc d'une certaine manière, j'allais dire, une analyse, enfin, là c'est moi qui reformule, hein, je suis seul Mm. responsable de cette référence, mais une, particulière que constituent ces 2 chapitres en termes de discours oratoire, enseignant, managérial. Je ne sais pas si c'est moi ou tout le monde, mais Camille, j'ai pas très bien entendu. Ça a un peu coupé quand tu as reformulé. D'accord. Peut-être tu peux redire? Ah, je te fais la version très courte. Ouais. À ton avis, pourquoi est-ce que ces 2 chapitres ont un tel succès, en fait, au sein Ok, d'une œuvre qui est immense? Voilà. ok, c'est une très bonne question que je me pose et que un jeune philosophe de l'éducation qui n'est pas parmi nous s'est aussi posé, qui est Christophe Point, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a publié un article il y a quelque temps dans le Télémac où il pose cette question. Alors moi, je vais répondre en me basant justement sur ce qu'il a écrit et puis aussi apporter ma petite contribution. Alors,
La première, c'est ce que dit Christophe, ce qui est intéressant. Alors lui, il s'intéresse plutôt sur pourquoi ça a c'est si cité en formation des enseignants. Et il dit que dans l'article qui est paru dans le Télémac, je n'ai pas la référence en tête, Camille va chercher, il va le mettre dans le chat, j'en suis sûr. Il dit que ces propos permettent de répondre à un doute de la part des jeunes, des aspirants enseignants, mais ça marcherait aussi pour éducateurs, sur leur autorité. De quel droit je peux contraindre un élève, de quel droit je peux contraindre un jeune? Et eh bien, Arendt vient un peu répondre à cette question, et du coup, ça peut permettre à ces jeunes venus, enfin ces jeunes professionnels, ces futurs jeunes professionnels, de se sentir plus à l'aise avec un élément de leur métier qui est quand même indispensable, hein, faire preuve d'autorité quand un élève n'écoute pas, quand un jeune dans un centre fait le bazar. Il faut quand on est dans une société où on essaye de respecter l'autre, bah, il faut parfois aller un petit peu contre peut-être certains scrupules. Et Arendt vient un petit peu cautionner philosophiquement cette possibilité. Donc, ça a un aspect apaisant. Oui, j'ai le droit d'intervenir. L'autre hypothèse qu'il met en avant, Christophe, c'est le fait que ça donne du coup, alors ça c'est plus institutionnel, c'est plus de l'autre côté de la barrière, ça donne aux philosophes de l'éducation dont la place est contestée dans les sciences de l'éducation une légitimité, puisque eux aussi, comme des didacticiens, comme des pédagogues, vont apporter des réponses entre guillemets pratiques à des interrogations des étudiants. Et donc, ces deux articles ont une vraie, sont ainsi si souvent cités parce qu'ils ont ces deux intérêts, disons, pragmatiques. Et moi, j'ajouterais une autre hypothèse qui d'ailleurs sera, je fais un peu de pub pour moi, qui va paraître dans un article justement, pas en réponse, mais en complément d'ailleurs de l'article de Christophe qui est dans le Télémac, où j'apporte une troisième hypothèse, donc, qui est que, c'est un peu plus long, enfin, un peu plus compliqué, mais qu'en philosophie de l'éducation en France, les références philosophiques sont souvent des références continentales. Et Arendt étant considérée comme une grande figure de la philosophie continentale, eh bien, elle est mobilisée. Mais, comme j'ai essayé de le montrer, j'ai l'impression, moins pour ce qu'elle dit réellement de l'autorité en éducation, qui, encore une fois, me semble assez, et même Bruno semblait le dire, assez insatisfaisant, que par des travaux beaucoup plus convaincants, plus importants, plus connus aussi, en philosophie politique. Et donc, c'est parce que c'est une grande philosophe politique qu'on considère que c'est une grande philosophe tout court, et donc que ce qu'a à dire sur l'autorité en éducation est certainement intéressant. Et là, je pense qu'on est en droit d'avoir quelques scrupules, quelques doutes sur cette affirmation. Voilà. Oui, je réagis directement pour proposer quelque chose qui prolonge ce que vient de dire Pierre. J'en ai un tout petit peu parlé hier quand je disais que une des raisons du succès d'Hannah Arendt dans le champ de la philosophie de l'éducation, c'est parce que les philosophes français de la deuxième partie du XXe siècle avaient délaissé cette question, et donc qu'il n'y avait pas beaucoup de références disponibles. Et là, je rajouterais un élément, un double élément qui explique le succès d'Hannah Arendt à la fin du XXe siècle. Alors, c'est conjectural de ma part, hein, mais je le livre à la réflexion collective. Le premier élément, c'est que, en gros, après 1945, la philosophie politique en France et dans un grand nombre d'autres pays, je pense, mais en France en particulier, était principalement une philosophie marxiste, hein. À l'exception de Raymond Aron, tous les penseurs politiques faisaient référence au travail de Marx, et cette référence est devenue de plus en plus problématique au fur et à mesure où l'on avançait dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, il faut bien dire que Hannah Arendt, à un moment donné, est apparue comme une ressource très intéressante pour penser la politique
en dehors du marxisme et dans une discussion critique avec le marxisme. Je rappelle qu'un des chapitres de Conditions de l'homme moderne est consacré à une lecture critique de Marx. Et puis, deuxième avantage, si je peux dire, d'Hannah Arendt, c'est sa filiation avec Heidegger. C'est tout à fait clair que Hannah Arendt a un mode de pensée qui a été très, très influencé par celui de Heidegger, qui était, là, pour le coup, une référence aussi très importante dans des philosophes français dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, c'est aussi dans l'ombre, si je peux dire, ou dans oui, dans l'ombre de Heidegger que son œuvre a été reçue et traduite en France. Ces deux éléments, la perte progressive d'influence du marxisme et l'aura de la pensée de Heidegger explique en grande partie, mais pas seul, mais explique, comment dire, le fait qu'on ait découvert Hannah Arendt. Mais après, je ne suis pas en train de dire que je ne voudrais pas réduire l'intérêt de la pensée politique d'Hannah Arendt. Je pense que cette pensée politique est très forte et très intéressante. Donc, ça explique simplement le fait qu'on l'ait lu, mais ensuite, c'est l'intérêt intrinsèque de son œuvre qui a fait qu'on a continué à s'y intéresser, à la lire, à la commenter, etc. Oui, alors je répercute une question dans le chat encore et après, le cas échéant, j'en poserai une, j'aurai une réaction volontiers, mais d'abord le chat. Donc, Félix Sérémès qui écrit dans le chat, en référence à l'intervention de Monsieur Faure, comment peut-on penser les origines des crises d'autorité que l'on constate ici et là dans certains établissements de la protection judiciaire de la jeunesse? D'une certaine manière, on pêche toujours par ses origines. Et que les crises d'autorité, d'une manière générale, les crises liées à l'essence des institutions, on les trouve dans le mythe fondateur et donc dans la façon dont on mythifie les origines. C'est-à-dire que on voit bien dans la construction de la protection judiciaire de la jeunesse, dans ses origines, l'extrême générosité et en même temps l'extrême ambivalence de ce qui était proposé. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, en interrogeant ses propres origines, on remonte aux crises institutionnelles et là, en l'occurrence, aux crises de l'autorité. Alors, d'autant plus que cette question de l'autorité, on y reviendra peut-être, mais elle mérite d'être interrogée, en fait, institution par institution, au regard des missions de l'institution et au regard des valeurs de l'institution. En d'autres termes, si on peut trouver une définition générique à l'autorité, cette définition générique ne prend sens qu'en contexte au regard des habitus institutionnels et même des intentions institutionnelles. Philippe, tu voulais la parole. Oui, peut-être que je vais dire un peu la même chose que toi, mais d'une autre façon. Dans l'intervention de M. Faure, il y avait plusieurs éléments sur l'autorité et le deuxième élément qu'il a mis, non, le troisième, pardon, ce qu'il a mis en avant, c'était ce qui fait autorité, c'est un système de croyances et de valeurs, ce à quoi on croit ensemble, quelque chose de symbolique au-dessus de nous. Et à ce moment-là, il a rappelé enfin c'était avant, pardon, il avait rappelé l'importance de la dimension institutionnelle. Donc, je vais un peu dans le sens que tu disais, Rémi, c'est-à-dire il est possible que peut-être les origines des crises d'autorité ont à voir avec le fonctionnement des institutions. Et là, j'en profite pour ajouter un point, c'est que justement, l'autorité ne fonctionne que dans la mesure où il y a un fond commun, où peuvent se référer aussi bien ceux qui détiennent l'autorité que ceux sur qui elle s'exerce. Et c'est ce fond commun qui rassemble les personnes qui fait que l'autorité ne dégénère pas en une relation de domination ou de violence. C'est parce qu'il y a un fond commun auquel tout le monde est assujetti, en fait. Par exemple, l'institution. Et s'il y a une crise d'autorité, c'est peut-être parce que ce fond commun, précisément, est devenu problématique. J'aurais volontiers une réaction et ça donne l'occasion
si j'ai oublié quelque chose pendant, pendant que je fais ça. Moi, j'avais une double question-réaction à la présentation d'Emma Ogris. Voilà, je la livre comme elle me vient et puis vous prenez ce que vous voulez pour rebondir dessus. La première concerne la toute première partie de votre exposé où j'ai trouvé, il m'a semblé qu'il y avait une idée sous-jacente que j'ai trouvée très intéressante et que je vais la reformuler et vous me dites si vous êtes d'accord. Si je l'ai bien reformulé, ce que vous en pensez. Euh, le fait de s'intéresser à la réception d'Arendt et de décaler les choses vers le contexte québécois, en fait. Hein. Vous avez parlé de Leroux, mais je pense qu'on pourrait. La position de Leroux est, comment dire, elle est située par rapport à celle de gens comme Normand Baillargeon ou Maurice Tardif. Enfin, on peut voir la manière dont ça se situe par rapport à Arendt. Que l'idée, c'était qu'entre guillemets, s'intéresser à la réception d'Arendt, c'est une très bonne manière de faire une cartographie des débats et tensions dans un contexte particulier, en particulier en philosophie politique de l'éducation. C'est-à-dire qu'on regarde un peu ce que les différentes personnes disent d'Arendt et ça fait un très bon ouvre-boîte pour faire un panorama du champ idéologique à un moment donné. Et c'est une proposition que je trouve très stimulante et je voulais savoir si vous l'avez appliquée à d'autres contextes. Je pense au contexte allemand, je pense à d'autres, le cas échéant. Et la deuxième partie de ma remarque, ça concerne, dans plutôt les 2 tiers suivants de votre présentation, vous avez beaucoup fait travailler cette distinction entre auctoritas et potestas, donc l'autorité et le pouvoir. Et il me semble que dans cette distinction-là, il y a un présupposé, si on prend l'exemple romain, qui est rarement questionné, qui est qu'à Rome, les personnes qui sont en position d'auctoritas sont aussi celles qui ont ce qu'on peut appeler une certaine puissance sociale. C'est-à-dire c'est à la fois les plus riches, c'est ceux qui ont une clientèle, dans le régime de clientèle qui avait cours à Rome, et c'est ceux qui pratiquent l'évergétisme, donc qui donnent pour des constructions culturelles, pour des jeux, donc qui ont du capital culturel, on dirait ça. Et Lucien Gerfagnon, donc le spécialiste de philosophie romaine et d'histoire de Rome, fait cette remarque-là. Il dit, bon, il y a l'auctoritas du Sénat, mais de toute façon, on sait qu'avec le tonnage économique et symbolique que l'album des sénateurs déplace, voilà, ils ont les moyens de considérablement nous casser les pieds si on ne reconnaît pas leur auctoritas. Et il me semble que cette dimension-là, elle est très valable à Rome, elle est très valable longtemps, mais elle est moins valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'autorité sans avoir du pouvoir et sans non plus avoir énormément de puissance sociale. Et ça m'intéressait d'avoir votre réaction là-dessus. Du coup, pour répondre à votre première question sur le travail que j'ai fait sur les références d'Hannah Arendt, pour la réception allemande, j'ai beaucoup travaillé et ce sera un chapitre entier de mon mémoire sur Weber parce que je pense que Hannah Arendt réfléchit énormément par rapport à Weber et son travail sur la domination et c'est ce qu'on voit notamment dans un chapitre du mensonge à la violence où elle commence directement en disant qu'on a manqué une certaine compréhension du politique que Weber a manqué une certaine compréhension du politique en se référant automatiquement et directement à la question de la domination. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup interrogé les affiliations d'Hannah Arendt de ce côté. Après, j'ai moins travaillé sur sa réception allemande. J'ai plus travaillé, comme je l'indiquais dans mon intervention orale, sur les réceptions américaines, canadiennes, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus, je pense, réapproprié qu'en Allemagne et en France. Il y a vraiment plus, je pense, de travaux sur Hannah Arendt aux États-Unis et au Canada. Après, dans la sphère germanique, il y a certains pédagogues qui reprennent, mais ça reste assez marginal. Donc j'ai plus travaillé sur les affiliations à la philosophie politique allemande que sur la réception allemande. Et pour la distinction entre potestas et auctoritas, le fait que ça s'applique aussi d'une certaine manière à l'enseignant, c'est une idée que j'avais reprise dans un article que j'ai lu, je ne sais plus la référence exacte, je pourrais regarder. Mais c'est vrai que ça m'a paru à la fois intéressant et en même temps, comme vous dites, avec les sénateurs, je pense qu'il y a toujours un peu une intrication de la potestas et de la auctoritas et que faire la distinction entre les deux, c'est plus un point de vue analytique, mais que dans les faits,
il y a toujours intrication de auctoritas et potestas. Merci, Emma. Merci. Jean-Emmanuel voulait poser une question. Jean-Emmanuel Maigret. Oui, bonjour. Ça s'adresse à Monsieur Gigou. Alors, Monsieur Gigou, je crois que vous étiez là à la journée d'études sur les figures inspirantes. Vous savez, en septembre, je me souviens, on avait dit que une figure inspirante n'était pas un maître à penser. Donc, vous en avez fait la démonstration aujourd'hui. Et donc, une première question, est-ce que pour vous, Hannah Arendt est une figure inspirante, voilà, pour l'éducation? Vu vos propos, d'ailleurs, c'est pour moi votre posture là d'esprit critique. Pour moi, c'était une belle leçon. En tout cas, pour moi, je suis doctorant et c'est vrai que ben voilà, prendre du recul par rapport à, enfin, oser prendre du recul, et enfin, c'est même plus que du recul que vous avez pris. Voilà, oser critiquer la pensée, voilà, de gens comme ça. Bon, voilà, pour moi, c'est un bel exemple. Et l'autre question, j'ai vu que sur votre mail, c'est ILEPS. ILEPS, c'est la formation des profs de sport, c'est ça? Pas exactement. Bon, c'est pas ça. Bon, alors, est-ce que vous travaillez à la formation des profs? Oui. Voilà, et donc, bah, la question, est-ce que Hannah Arendt est une référence dans vos cours ou dans ce que vous pouvez proposer aux étudiants? Voilà, donc figure inspirante et vos cours avec les étudiants. Merci. Alors, oui, merci. Alors, pour clarifier, effectivement, alors l'ILEPS, juste pour, je fais la pub de mon établissement, mais l'ILEPS est effectivement à la base un institut qui forme des enseignants de PS. Mais depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, nous avons ouvert une section en sciences de l'éducation à destination plutôt des étudiants qui se destineraient au professorat des écoles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté. Donc voilà, il y a 75 ans d'histoire de l'ILEPS sur le PS, donc forcément, c'est encore cette image-là qui prédomine pour les quelques-uns qui connaissent. Alors, est-ce que Arendt est une figure inspirante pour moi? En réalité, pas vraiment, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'elle veut dire exactement. Pour qu'une personne soit une référence pour moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'elle veut dire. Et j'avoue que je ne comprends pas. Et j'ai bien du mal à, par exemple, comprendre ce qu'est l'autorité exactement chez Arendt. Il y a ce fameux extrait qui est aussi souvent cité sur l'autorité, entre guillemets, pure, sur l'autorité n'est pas la même chose que le pouvoir, n'est pas la même chose que la violence, etc. Mais à la fin, on reste un peu justement sur sa fin, en disant d'accord, c'est pas ça, alors du coup, qu'est-ce que c'est? Et à moins de partir dans des considérations très théoriques et très abstraites, voilà, eh bien, à la fin, c'est très difficile de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est. Et donc, j'utilise, ou j'ai utilisé, alors ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je peux utiliser Arendt, mais dans ce cas, je vais l'utiliser dans une perspective pour mes étudiants critiques en philosophie, c'est-à-dire que je vais leur demander ce que dans cet extrait dit Arendt, et je ne vais pas hésiter de dire, bon, mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Arendt? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Donc, alors après, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant chez Arendt, et je pense que cette importance qu'elle met, ce point qu'elle met sur la maîtrise des connaissances et de la transmission, notamment dans ce que c'est l'autorité, je ne sais pas, mais en tout cas dans le fait d'être un enseignant ou un éducateur on va dire, digne de ce nom, ça c'est quelque chose auquel je pourrais souscrire. Mais en tout cas, le reste n'est pas forcément très, très clair pour moi. Et je terminerai en disant que ça s'explique aussi peut-être par ma formation philosophique, qui est une formation d'inspiration plutôt... Enfin, j'ai fait mes études à Nancy, où on a un département qui est assez marqué par la philosophie anglo-saxonne analytique, où très clairement, ce qui prime, c'est l'argumentation, et où on ne va pas se gêner à critiquer des philosophes sous prétexte qu'ils sont éminents, et voilà. Donc, j'ai aucun problème à dire que je ne suis pas d'accord avec un tel ou un tel si jamais l'argumentation qui est présentée ne me paraît pas satisfaisante. Et donc, c'est aussi dans ce sens-là, et pas seulement avec Arendt, que j'essaie de transmettre des connaissances en philosophie à mes étudiants. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, moi je voulais rajouter, alors je vais aller très vite, je vois qu'il y a une autre question dans le chat.
Un tout petit point par rapport à ce que disait Emma Augry, que j'ai trouvé très intéressant sur le fait que la réception d'Arendt en Allemagne est peut-être pas aussi forte que du point de vue de l'éducation en particulier que ce qu'elle a pu être dans d'autres pays. Et je voudrais relier ça au fait que il y a une grosse différence entre l'Allemagne et la France à l'égard de la réflexion sur l'éducation, c'est que en Allemagne, il y a eu une tradition ininterrompue de réflexion philosophique sur l'éducation depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et en particulier au 20e siècle, avec des figures fondamentales comme celle de Karl Jaspers, Martin Buber, Eugène Fink, qui se sont tous consacrés à ces questions et qui ont livré des productions philosophiques tout à fait importantes. Et je rappelle qu'au contraire, en France, il y a eu ce vide des philosophes, et Hannah Arendt a pu apparaître à un moment donné comme étant une ressource très utile pour combler au moins partiellement ce vide. Voilà, je voulais juste ajouter ce point. La question de l'autorité et celle de la responsabilité du monde n'est-elle pas compliquée aujourd'hui par la fragilité du monde dans laquelle nous sommes du fait de l'activité humaine et des désordres climatiques qu'elle génère? Donc je laisse qui veut réagir, et si pas, il me semble que c'est une question qui ouvre un champ de recherche extrêmement intéressant, qui est que, comme Bruno Robles l'a rappelé, une spécialiste importante de l'œuvre d'Arendt en France et qui a largement continué ses inspirations, c'est Myriam Revaud-Dallon. Et Myriam Revaud-Dallon a travaillé autour de cette idée de durée publique et de durabilité du monde en particulier. Et durabilité du monde, on voit que ça fait signe vers l'idée de développement durable, pas chez Arendt, mais quand on dit les mots, quand on en parle aujourd'hui, et à même des objets d'enseignement très clairs que sont l'éducation au développement durable. Et il me semble, très périlleux de dire qu'on parle de la même chose dans les deux cas. C'est-à-dire, on peut clairement se demander la durabilité du monde et la durée publique au sens d'Arendt et de Revaud-Dallon est-elle soluble dans l'éducation au développement durable, et surtout l'autorité, ce qui fonde l'autorité de l'éducateur, est-elle soluble dans l'idée de durabilité environnementale? C'est à mon avis une grosse question de recherche et qui me semble avoir un grand intérêt. Alors, je dirais les choses un peu différemment peut-être, parce que Bruno a évoqué, je ne sais pas si c'est dans cet entretien, Bruno Robles, ou dans un autre entretien, la question par rapport au déclin des institutions. Lui, il parlait d'érosion. Et d'une certaine manière, il y a une sorte d'érosion au regard de ce qui fonde une institution, c'est-à-dire le triptyque besoin, valeur, volonté, et que si on ne fait pas attention à cette érosion-là, de fait, la durabilité est totalement mise en péril. La durabilité est de toute façon mise en question. S'il n'y a pas un effort d'adaptation de l'institution à l'évolution de ce triptyque fondateur besoin, valeur, volonté, on en arrive à effectivement la fin des institutions. Philippe Forêt a demandé la parole. Oui, je veux bien rajouter quelque chose sur la question de M. Flanagan, qui pose une question sur l'autorité aujourd'hui. Alors, j'en profite pour essayer d'exprimer le point de vue d'Hannah Arendt, pour rappeler quelque chose qu'on n'a peut-être pas tellement dit, c'est que pour Hannah Arendt, l'autorité politique a vraiment un sens dans une configuration historique qui est celle du passé. Autrement dit, l'autorité a un sens dans des sociétés qui sont fortement structurées par la tradition et aussi par les religions. Et il y a un triptyque autorité, tradition, religion qui fonctionne, et de telle sorte que ces trois choses se renvoient mutuellement. Au contraire, dans le monde moderne, et c'est le début de son article sur l'autorité, Hannah Arendt commence en disant ma question c'est qu'est-ce que l'autorité, mais je ferais mieux de poser la question qu'est-ce qu'était l'autorité, parce que, nous dit-elle, l'autorité du point de vue politique a disparu purement et simplement du monde moderne. Et donc c'est la réponse que je voulais faire à cette question sur l'autorité aujourd'hui,
hein. Le premier élément de réponse, c'est que Hannah Arendt était évidemment convaincue que l'autorité était dans une situation tout à fait critique, notamment dans les sociétés démocratiques, hein, qui sont des sociétés où fonctionnent des pouvoirs, ça c'est tout à fait évident, qui sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie, qui sont aussi des sociétés de délibération et d'action des citoyens, d'action partagée des citoyens, des sociétés dans lesquelles, nous dit Hannah Arendt, la responsabilité est censée être le fait de tout le monde. Elle n'est plus prise en charge par un petit groupe, mais elle est censée être prise en charge par tous les citoyens. Et ce que rajoute Hannah Arendt, c'est que le risque de la démocratie ou le risque d'une situation où tout le monde est censé être responsable, c'est que personne ne le soit, hein. Et dans mon esprit, ça consonne avec la question sur les désordres climatiques qui nous affectent aujourd'hui. Voilà, je me permets de rappeler ces éléments pour rappeler que pour Hannah Arendt, l'autorité, dans l'article, non pas sur l'éducation, j'y reviendrai un peu dans la conclusion, mais dans l'article politique, l'autorité est plutôt quelque chose dont on parle au passé, en fait, hein, du point de vue politique. Et ce qu'on appelle les autorités, ou par exemple l'autorité du Sénat, si on regarde le fonctionnement institutionnel d'un régime comme la France, bon, on voit bien que l'organe qui a le pouvoir, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais que l'organe qui est censé être dépositaire de l'autorité, à savoir le Sénat, a une influence beaucoup moins forte que les deux autres. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, une question longue vient de surgir dans le chat. Vu qu'elle est en bas de chat, soit je peux vous laisser la lire, soit je peux la lire, mais ça va me prendre un peu de temps si je le fais. Mais vas-y Camille. Alors, question de DG à nouveau. En lien avec l'origine des crises d'autorité que l'on constate ici et là dans certains États, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. On peut essayer de proposer aux jeunes suivis par la PJJ de ne pas fermer les yeux et de réfléchir ensemble comme premier acte d'autorité dans la vie de l'esprit. Hannah Arendt présente d'ailleurs la pensée comme une activité à défaut d'une action. Il est important de souligner qu'elle fait de la pensée une œuvre accessible à tous. À l'instar de Kant, elle adopte la thèse d'une pensée universelle qui ne dépend ni de l'intelligence ni du parcours universitaire et culturel, mais comme un besoin du vivre ensemble, de poser la question du sens et de la signification des choses pour chacun d'entre nous. Partons donc aussi du postulat que partager les lectures, les sons, les images, les bribes de savoir et d'information, souvent loin d'être neutres ou objectives, c'est déjà ne pas regarder sans rien faire. Et 3 petits points qui appellent à un rebond. Pas, c'est pas une question, je trouve. Merci, monsieur. Je ne sais pas qui est-ce qui. C'est signé DG, je ne sais pas qui c'est. Merci à DG pour cette belle suggestion. Alors, il y a quelque chose qui, je dirais, me heurte dans la pensée d'Hannah Arendt au regard de... alors, me heurte, je dirais heurte ma pensée, heurte mes habitudes de pensée plutôt. En cela, on pourrait dire qu'elle ne m'inspire pas, mais elle inspire quand même ma réflexion et du coup, elle est un petit peu inspirante. C'est au fond le rapport qu'elle fait entre l'autorité et autoritaire. C'est-à-dire que au-delà, si on rentre dans le paradigme de avoir de l'autorité, être l'autorité ou être l'autorité ou faire autorité, si on est dans l'être, eh bien, je pense que être autoritaire fait partie de l'autorité et n'est pas en dehors de l'autorité, contrairement à l'autoritarisme qu'on a évoqué, l'autoritarisme qui serait de l'abus de l'autorité. C'est-à-dire que si on a une tension dans l'autorité, on pourrait avoir d'un côté extrême être autoritaire, on a des personnes qui sont autoritaires, des institutions qui sont autoritaires, mais qui, de mon point de vue, sont quand même dans l'autorité. Et de l'autre côté de cette tension, on aurait des gens qui seraient, alors on pourrait trouver, je pense, plein de synonymes, qui seraient doux, qui seraient cool, qui seraient libéraux, qui seraient conciliants, qui seraient débonnaires. Mais d'un côté comme de l'autre, on est encore dans l'autorité. Simplement, on est dans un rapport à l'autorité qui est plus ou moins contraignant
pour celui sur lequel s'exerce l'autorité. Et en d'autres termes, y compris sur le chemin de l'autoritas, celle qui fait grandir, eh bien, ça veut dire que d'un côté, on laisse peu de marge à cet espace pour grandir, donc on considère en tant que pédagogue que le degré de guidance doit être très fort vis-à-vis de celui qui doit grandir, et donc on l'accompagne de très très près en lui laissant très peu d'autonomie, alors que de l'autre côté, lorsqu'on est cool, conciliant, débonnaire, on est au contraire dans une vision où on laisse beaucoup d'initiatives à cette part du fait de pouvoir grandir. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, le degré de guidance dans l'autorité, sachant que celui qui est autoritaire, il est dans un degré de guidance très fort, mais il est quand même sur le chemin de l'autorité, et celui qui est du côté plutôt débonnaire ou plutôt conciliant, il est, je ne sais pas si c'est vraiment des tensions qui seraient comme ça, des contraires de autoritaires que j'ai choisi là, mais qui me font penser à ça. On dit de quelqu'un, tiens, celui-là, il est cool. À l'autre, il est autoritaire. Celui qui est autoritaire ne nous laisse pas beaucoup de place, mais il nous laisse quand même de la place. Par contre, celui qui est autoritariste ne nous laisse plus de place. Là, il est dans l'abus, il est dans autre chose. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, si ça vous évoque quelque chose. Philippe, merci. Est-ce que tu permets que je réponde en te renvoyant une question, Rémi? Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est un cas concret d'autorité. À 11h15 tout à l'heure, tu as mis fin à la session et tu as dit, bon, allez, on prend 10 minutes de pause. Non, 15 minutes de pause. On se retrouve à 11h30 pour la deuxième partie de la matinée. Tout le monde a obtempéré, hein. Personne n'a râlé, certains auraient pu dire oh, bon, non, on n'a pas assez, ou il faudrait plus de temps, ou etc. On a tous été d'accord, et en gros, on s'est tous retrouvés à 11h30 pour continuer les débats. Moi, j'appelle ça un acte d'autorité au sens d'Hannah Arendt. Alors, est-ce que tu as été autoritaire ou est-ce que tu as été cool et bienveillant? Voilà, je te renvoie la question. Alors, j'ai clairement été autoritaire. J'ai clairement été autoritaire avec quelle balise? La balise étant la mission qu'on doit remplir. C'est-à-dire autoritaire dans le sens où je me suis dit, pour que nous puissions avoir des échanges qui soient constructifs, il nous faut du repos, il ne nous faut pas trop de repos. Et donc, dans ma première balise, je dis 10 minutes, ensuite je dis 15 parce que je me dis que, de fait, ce n'est pas assez. Donc, en fait, je pense que la question de l'autorité est relative à la responsabilité qu'a, en l'occurrence, le responsable institutionnel sur la réalisation de la mission. Voilà. Et que du coup, il oriente les choses de cette façon-là. Je suis bien d'accord. Alors, j'ajoute 2 points. Tu vois, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a un élément commun qui est partagé par tous, à savoir la bonne marche du colloque. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une reconnaissance de ton statut comme organisateur. Tout ça, c'est les éléments c'est les ingrédients d'une relation d'autorité qui fonctionne. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que Bruno Robe intégrait dans les 3 piliers de l'autorité, hein, l'autorité statutaire, l'autorité fonctionnelle, et puis l'autorité peut-être un peu plus reconnue dans la personne en tant que personne, qu'animateur, on pourrait dire, qui donne une âme à quelque chose. Oui, ben merci. Ceci dit, si je peux me permettre un coup de théâtre, mais ce n'est pas un coup de théâtre, c'est que ça, je pense que Hannah Arendt n'aurait pas appelé ça de l'autorité, mais plutôt du pouvoir, en fait. C'est-à-dire un pouvoir d'organisation du travail d'une collectivité. C'est fondamental dans l'organisation d'un collectif. Je pense qu'elle aurait réservé l'autorité pour d'autres types d'actions éducatives. Mais quand même, on est dans une structure qui peut être décrite dans des termes dont on a parlé, avec un élément commun qui rassemble tout le monde, avec une dissymétrie des positions, quelqu'un qui est en position d'organisateur, d'autres qui sont en position de reconnaître et de suivre les conseils qui sont donnés. Oui, et puis avec cette dimension aussi de l'autorité qui autorise. Au fond, qu'est-ce que l'autorité, on pourrait dire éthique, autorise? L'autorité éthique autorise d'abord la réalisation des missions dans le respect des personnes. Et alors là, on est peut-être dans le pouvoir, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on est quand même dans, au moins sémantiquement, le registre de l'autorité. J'ai quand même noté que, et à la fois chez Philippe et chez Bruno, par exemple, dans leurs interventions qu'ils ont pu faire, il y avait ce côté
un peu critique, mine de rien, d'Arendt. Et que ce côté critique, à mon sens, il doit être assumé, il doit être vraiment, oui, au sens vraiment objectivé, parce que, en tout cas, dans les quelques lectures sur l'autorité que j'ai pu faire en philosophie de l'éducation, c'est au contraire plutôt une position, j'allais dire, de déférence vis-à-vis d'Arendt, et qui, à mon sens, ne permet pas de se rendre compte de la vraie valeur de ce que dit Arendt. Et en même temps, je pense que c'est aussi à travers ce regard critique, qui ne veut pas forcément dire un rejet, hein, mais voilà, qu'on peut avancer. Voilà, je dirais quelque chose comme ça. Communication de Monsieur Pierre Gégou m'a beaucoup interpellée. C'est vraiment un point sur la persuasion auquel je n'avais pas pensé, et ça me fait reconsidérer beaucoup de choses que je pensais sur Hannah Arendt.